Alors nous étions 200 participants, ça a été un beau succès à Paris, à la Bellevilloise, avec des débats riches et animés sur la base d'un texte que nous avions présenté, que j'avais rédigé d'ailleurs, amendé bien sûr par nos militants depuis 2 mois ou 3 mois même, depuis qu'il circule. Et ce texte consiste à dire principalement 2 choses. Premièrement, aujourd'hui, il y a une question européenne que personne ne peut plus nier. Les derniers sondages, IFOP le montre d'ailleurs, avec un taux d'euroscepticisme monté à 74%, plus 18% en 10 ans, chez les Français, mais c'est vrai aussi de la plupart des autres peuples européens. Donc on ne peut plus nier la question européenne. Or, nous sommes dans une situation où les principaux partis ne traitent pas de cette question. Les gros partis n'en traitent pas parce qu'ils sont européistes au sens le plus traditionnel du terme, je parle de l'UMP et du PS, malgré un certain nombre de frémissements dans ce dernier parti. Les autres partis sont européistes de cœur, comme naturellement l'UDI ou le parti radical de gauche, et donc des 2 partis radicaux, si je puis dire. Et il reste le Front de gauche qui a une attitude peut-être un peu enfantine sur la question, en disant la France doit désobéir aux règles européennes, comme si nous étions mauvais élèves au fond de la classe. Ce qui est pour nous une attitude qui ne peut pas prospérer. Et il reste naturellement Marine Le Pen qui détourne de manière quand même très grossière les concepts de nation et de république pour faire peur aux gens grâce à l'Europe, mais ne pas proposer une voie constructive à l'Europe. Ce qui me mène à la deuxième conclusion de cette convention. Que proposons-nous? Nous proposons, nous, MRC, d'aller aux européennes. D'abord, nous avons annoncé que nous ferions des listes. Nous espérons réussir à faire des listes citoyennes, c'est-à-dire être rejoints, notamment à travers les réseaux sociaux, un certain nombre de sites, par des gens qui sont intéressés par l'idée, premièrement, qu'il faut réellement réorienter l'Europe. Tout le monde va le dire, mais nous avons un passé là-dessus. Nous avons réfléchi sur la manière de réorienter. Et deuxièmement, qu'on peut le faire, on ne peut le faire que par une négociation ferme des États qui représentent leur peuple, et non pas par je ne sais quelle sorte d'alchimie, soit populaire, soit populiste, dont nous ne voyons pas à quoi elle mènerait. Très sérieuse. Alors d'abord, il y a une fenêtre avec les élections européennes, puisqu'on entend dire d'une manière répétitive, surabondante, mais certainement justifiée, que les citoyens n'iront pas voter à ces élections et que s'ils vont voter, le Front National risque de faire un tabac parce qu'il exprimera l'exaspération anti-européenne de gens à qui les partis européistes croient qu'on a mal expliqué l'Europe. Mais on ne leur a pas mal expliqué l'Europe. Il faut que les partis principaux comprennent que les gens, au contraire, ont parfaitement compris ce que c'était que l'Europe. Que l'Europe bridait leur prospérité, leur souveraineté et leur démocratie même. Tout ça étant un petit peu la même chose. Donc les gens ont compris cela. Le drame dans ce pays, c'est que c'est les partis qui ne l'ont pas compris. Et que donc nous avons une fenêtre ici, donc nous espérons faire par toutes les voies possibles, y compris celle-ci, le plus de pédagogie possible pour dire attention, casse-cou, vous allez dans le mur, arrivez un jour tout de même à le comprendre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'état difficile dans lequel sont plusieurs pays européens pourrait peut-être conduire à essayer des formes d'alliance que François Hollande avait tenté quand même au début de son mandat avec l'Espagne et avec l'Italie, qui sont quand même 2 grands États. Et la troisième considération possible, c'est qu'on ne fera pas l'économie d'un dialogue avec l'Allemagne, qui est naturellement le point majeur, qu'il faut aborder sans des mises en accusation qui seraient contre-productives, mais avec fermeté. En revanche, si l'Allemagne poursuit des intérêts nationaux, et elle poursuit des intérêts nationaux, incluant d'ailleurs une politique mondiale, notamment économique, alors la France aussi a le droit de poursuivre des objectifs nationaux. Et donc, nous misons quand même. Nous essayons de miser sur l'idée que les partis devraient comprendre qu'ils vont dans le mur par rapport au Front National dans l'Europe et qu'il faut donc vraiment des propositions beaucoup plus hardies d'une part, d'autre part que l'exécutif pourrait peut-être renouer avec une volonté qu'il devrait d'ailleurs renforcer, qu'il avait commencé à manifester en juin 2012. Alors, il y a une racine historique à ça, c'est l'Europe confédérale qu'avait proposé le général de Gaulle. Et qu'un jour, François Mitterrand a proposé. Au moment de Maastricht, j'avais beaucoup travaillé sur Maastricht à l'époque, puisque j'étais dans des fonctions cabinet ministériel. Et un jour, j'ai vu que le président Mitterrand avait dit, finalement, l'idéal, ça serait quand même une confédération d'États européens. Ensuite, il n'a pas redit. Mais c'est pour dire qu'il y a une ligne derrière cette idée. C'est quoi une confédération ? À l'inverse d'une fédération où les États sont intégrés et deviennent au fond les régions d'un plus grand ensemble,
supervisée donc par ce grand ensemble. La Confédération sont les États qui représentent chacun leur peuple, donc leur nation, et qui souverainement se mettent ensemble pour prendre des décisions. Alors, notre réflexion aujourd'hui, elle nous amène dans plusieurs sens. La première, c'est de faire prévaloir les coopérations renforcées, qui sont aujourd'hui une possibilité prévue par les traités, mais en les allégeant, parce que c'est une mécanique tellement lourde qu'elle est très difficile à mettre en œuvre, même si on l'a mise en œuvre pour faire des transactions financières, avec un mauvais résultat d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc, alléger les coopérations renforcées, mais nous sommes aujourd'hui plus ambitieux. Nous pensons qu'il faut revoir le traité européen. On ne peut pas rester avec un traité qui est un tel empilement de compétences mal digérées, mal conçues, et comportant par ailleurs des supervisions au profit de l'organe technocratique qu'est la Commission. Nous pensons qu'il faut exiger de modifications au traité, et nous avons travaillé là-dessus. Nous avons même un projet de ce qui pourrait être un traité européen allégé, permettant aux nations de sortir de ce corset communautaire pour au contraire se forger ensemble des actions communes et au-delà un destin commun. Et puis il reste une autre question sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi, c'est naturellement la question de l'euro. Parce que le tournant le plus négatif qu'a pris l'Europe, c'est avec l'euro. 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, 11 ans après, nous en mesurons, 12 ans même, nous en mesurons maintenant les ravages. En particulier son taux trop élevé qui pénalise très gravement l'économie française. Mais ce n'est pas le seul ravage qu'il exerce. Et donc nous pensons, et nous avons réfléchi, beaucoup réfléchi sur cette question, qu'il n'est pas facile de sortir de l'euro comme on y est entré. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Nous ne cherchons pas les illusions. Nous sommes des réalistes, mais des réalistes ambitieux. Donc on ne sortira pas de l'euro comme on y est entré, comme ça, d'un claquement de doigts. En revanche, il n'est pas interdit, il est même tout à fait souhaitable, si on veut être de vrais responsables, de réfléchir aux étapes par lesquelles on pourrait se désétrangler de la situation actuelle en arrivant à une monnaie commune qui aurait pour référence l'euro, qui serait une monnaie de transaction internationale, mais à l'intérieur d'un serpent, qui permettrait à chaque pays d'ajuster plus ou moins, dans des limites raisonnables, et d'ajuster ses parités vis-à-vis de l'euro, et donc de retrouver de la souveraineté économique et de l'oxygène. C'est une question très sérieuse, là aussi. Bon, nous partons de la tradition constitutionnelle française que vous connaissez, sur laquelle c'est à l'exécutif de mener des relations internationales. Or, avec l'Europe, nous sommes encore dans les négociations internationales, ce qui pourrait déjà se discuter compte tenu du nombre de compétences transférées et des articles 88 et suivants de la Constitution. Enfin, c'est la position encore du Conseil constitutionnel et donc du Conseil d'État. On maintient, alors qu'en Allemagne, c'est tout à fait différent. La tradition constitutionnelle allemande permet, vous le savez très bien, au Bundestag de donner son avis. La Cour de Karlsruhe, en tout cas, a ainsi interpréter la loi fondamentale allemande, permet de donner son avis avant un certain nombre de grandes décisions que l'exécutif pourrait accepter ou ne pas accepter au Conseil européen. Donc la question des pouvoirs du Parlement est une question réelle, mais elle appellerait une réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, nous pouvons voter des résolutions, nous en avons voté une hier d'ailleurs, sur les travailleurs détachés. Nous pouvons voter un certain nombre de résolutions, mais ce ne sont que des résolutions par lesquelles le Parlement, respectueux de la tradition constitutionnelle, demande à l'exécutif de mener de telle et telle manière les négociations internationales. Alors, faut-il aller plus loin? Moi, j'ai tendance à dire oui et non. Je pense que le Parlement devrait être mieux en état de contrôler les directives et règlements européens. Ça, certainement. En revanche, sur les directions d'action données au gouvernement, on peut discuter, parce que vous êtes parti à juste titre de l'idée que l'institution qui devrait être l'institution principale en Europe est le Conseil des ministres, ou des chefs d'État. Enfin, c'est le même type d'organe, bien entendu, mais c'est la seule instance démocratique en réalité en Europe, puisque le Conseil des ministres réunit des représentants des gouvernements, si c'est les chefs d'État, ce sont les chefs d'État, qui sont censés représenter la majorité qui les a menés au pouvoir. Et donc le peuple. Le Parlement est un petit peu squeezé dans l'affaire, je vous l'accorde, mais en même temps, les choses pourraient mieux si dans ce Conseil intergouvernemental, les ministres et les chefs d'État défendaient réellement la position de leur peuple, lesquels sont toujours tout de suite fondés à dire nous ne sommes pas d'accord et nous allons changer l'exécutif par la voie d'ailleurs des élections législatives. Donc on peut discuter sur le point de savoir si le Parlement devrait donner un mandat. Dans la majorité qui est aujourd'hui celle du Parlement, mais c'est la même que ce soit aujourd'hui, hier. Et le fond de l'affaire, c'est la même majorité. Donc les directives qu'elle donnerait
Aujourd'hui, on voit bien qu'elle serait un petit peu plus ferme dans un certain nombre de cas, mais elle n'atteindrait certainement pas le niveau nécessaire pour représenter vraiment l'objectif démocratique, souverain et volontariste que nous considérons qui est nécessaire pour remettre l'Europe sur ses pieds. Donc c'est une question de majorité. Finalement, l'exécutif et le Parlement sont dans la même majorité, que ce soit aujourd'hui ou hier. Donc que le Parlement surveille un petit peu plus ou pas l'exécutif, ça aurait un intérêt en cas de cohabitation. Mais en cas de majorité identique, je ne vois pas trop finalement en quoi ça permettrait de remettre l'Europe sur ses pieds. Non, il n'a pas été intégré dans le débat européen, puisque c'est une question qui s'est discutée en Conseil des ministres. Mais en Europe, ce qui s'est produit, c'est quand même que la France a marqué une forte volonté d'avancer depuis assez longtemps déjà, depuis l'été, que le ministre Sapin s'est battu, ça il faut reconnaître, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches, enfin, il s'est battu, comme il l'a fait dans d'autres sujets, ça il faut le reconnaître. Et l'Allemagne, pour une raison de politique interne tout à fait évidente, s'est ralliée, et grâce finalement au ralliement de la Pologne, sans doute traumatisée par l'image qu'avait laissé le plan du Polonais, grâce au ralliement de la Pologne, la directive peut passer, ce qui entre parenthèses illustre bien comment l'intergouvernemental lui-même, à 28, est pris dans des négociations permanentes pour arriver à trouver une majorité. Moi ça m'évoque un peu la 4ème République, à vrai dire. On a eu un débat sur les questions européennes ici il y a quelque temps et la question est venue tout à fait et nous avons même voté une résolution sur la question. Donc le gouvernement était clairement informé de la position du Parlement et on voit très bien dire que dans le jeu c'est plutôt un appui pour le gouvernement, ce qui est normal puisque encore une fois ils appartiennent à la même majorité. Mais on ne voit pas le Parlement français qui dirait au gouvernement je vous donne mandat pour faire ceci, cela. Ça, dans notre tradition constitutionnelle, d'ailleurs, le pouvoir du Bundestag ne va pas jusque-là non plus. Le pouvoir du Bundestag consiste à dire que dans un certain nombre de domaines, vous ne pouvez pas vous engager l'État allemand sans notre autorisation, notamment en matière de solidarité financière. Et ce n'est pas vrai non plus dans tous les domaines. Par exemple, je ne crois pas, sauf erreur de ma part, que le gouvernement allemand ait eu besoin d'une autorisation du Bundestag pour prendre la position qu'il a prise sur la PAC. Je ne crois pas. Donc c'est pas sur tout non plus, c'est sur un certain nombre de questions et c'est la Cour de Karlsruhe qui décide au fond quelles sont ces questions parce que la loi fondamentale est certainement assez souple là-dessus. Très bonne question. Je crois que les négociations transatlantiques sont parties pour durer des années. D'une certaine manière, je dis tant mieux parce que c'est quand même quelque chose de très 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 négatif. Ça consiste à faire de l'Europe, qui est déjà une large zone de libre-échange, qui comporte déjà moins de règles que l'ensemble des pays qui se protègent, le continent américain, le continent asiatique. Ça consiste à faire de l'Europe encore plus une vaste zone de libre-échange, et en creux en plus, ça montre que l'Europe n'a aucun projet européen qu'être une zone de libre-échange. Donc la France a obtenu la fameuse ligne rouge sur l'exception culturelle. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous pensons que l'idée de faire une grande zone transatlantique de libre-échange est une idée tout à fait négative sur le plan économique et social. C'est dangereux. J'espère que cela n'aboutira pas, parce que cela va prendre des années. Et encore une fois, c'est complètement contraire à l'idée du projet européen que l'Europe pourrait faire elle-même en créant des partenariats, au contraire, avec la Russie, avec le monde méditerranéen, avec l'Amérique latine, et non pas ce sinistre traité qui n'est que le libre-échange généralisé entre l'Amérique et nous, pour le plus grand profit, il faut bien le dire, de l'Allemagne. Vous savez que la France n'avait pas ratifié la charte, elle avait signé, mais pas ratifié parce que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, saisis par le gouvernement de l'époque, celui de Lionel Jospin, avaient considéré qu'il y avait des points qui étaient totalement inconstitutionnels. Ces points, c'était la quasi-obligation de pratiquer la langue régionale en matière d'actes d'état civil et plus largement d'actes judiciaires et de la pratiquer dans les services publics. C'est-à-dire concrètement d'avoir quelqu'un au guichet qui est obligé de vous répondre dans votre langue régionale, votre langue supposée, si vous êtes habitant naturellement du territoire et pratiquant la langue. Et le Conseil constitutionnel avait fait une mise en garde extrêmement forte et solennelle en disant que derrière cette question de la langue, qui heurte directement l'article 2 de la Constitution, le français et la langue de la République et le français,
il y avait une autre question, c'était la question de la reconnaissance des groupes minoritaires qui percutait complètement la notion d'unité et d'indivisibilité du peuple français. Alors c'est quand même une question extrêmement sérieuse, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Lionel Jospin avait reculé devant la ratification. Alors aujourd'hui, il y a une offensive des Verts, une offensive aussi de l'UMP, enfin d'une partie de l'UMP, et une offensive de certains députés socialistes pour faire des propos, mettre sur la table, elles sont sur la table, non, des propositions de modification de la Constitution pour autoriser la France à ratifier la charte en disant en gros, mais non, tout ça, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État se trompe totalement, tout ça n'est pas du tout dangereux. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, c'est pas dangereux parce que nous faisons déjà beaucoup de choses que la charte préconise. Par exemple, on peut très bien aujourd'hui naturellement enseigner des langues régionales. Ce qu'on ne peut pas dans notre pays, c'est les imposer aux familles, fort heureusement. Car vous êtes auvergnat, vous vous installez en Bretagne ou en Alsace, vous n'avez pas forcément envie que vos enfants apprennent la langue régionale. On peut déjà le faire, on a même des écoles privées, certes, alors les auteurs voudraient qu'elles soient publiques, enfin des écoles privées. On peut faire toute sa scolarité dans la langue régionale, ce qui personnellement me paraît d'ailleurs tout à fait excessif pour le bien des enfants, mais je ferme la parenthèse. On peut faire de la toponymie en langue régionale, à condition qu'on ait le mot français, et en dessous, vous le voyez dans toute la France maintenant, les noms d'origine. On peut publier les décisions d'une région ou d'un département en langue régionale, à condition qu'elles soient également publiées en français. On peut faire énormément, et puis on peut naturellement, les régions, les départements peuvent donner des incitations, payer, aider le développement des langues régionales. Donc on sent très bien chez les auteurs de ces propositions de loi la peur que les langues régionales ne se développent pas assez. Mais si elles ne se développent pas assez, c'est parce qu'il n'y a pas assez de demandes. C'est ça la vérité. Donc ils veulent non pas, ils disent nous ne voulons pas d'un conservatoire, d'un patrimoine, juste conserver des langues minorités. Ce qu'ils voudraient, c'est susciter une demande à coup d'intervention publique. Et l'autre aspect des choses, c'est que vous ne pouvez pas définir, ça c'est la charte, le cercle dans lequel s'exerce ce droit, sans définir un cercle territorial dans lequel un groupe existe pratiquant cette langue depuis assez longtemps. Et donc vous voyez que d'une part, vous arrivez très vite à une définition ethno-linguistique, et je suis poli, pour ne pas dire ethnique, du groupe. Et deuxièmement, vous excluez les groupes plus fraîchement installés, à commencer par les langues des migrants. Ce qui, quand même, moi, si vous me permettez cette expression, je trouve que tout ça ne sent pas très bon. La dernière fois que l'on a défini des groupes minoritaires comme constitutifs de la République française, c'était une loi qui a été votée en 1941. Elle n'a pas été mise en application. Et elle était bien fondée sur cette idée ethno-linguistique qui permettait de découper la France. Vous avez eu aussi de grands projets. Vous avez un pan-germaniste qui s'appelait Reimer, qui en 1905 a fait un grand projet de découpage, notamment de la France. Ça avait l'air d'intéresser beaucoup. Alors on avait la zone celte, la zone flamande, la zone alsacienne. Pourquoi se gêner? Et donc c'est cette idée que la République unitaire et le dépassement des différences, et permet aux différences de vivre paisiblement, et qu'il ne faut pas venir au contraire attiser cette différence, me paraît une idée extrêmement sérieuse. Alors au stade où je vous parle, ces propositions constitutionnelles ne seront pas votées, mais telles que sont à la fois la majorité et l'opposition et la pression des Verts, et qui n'arrivent pas à obtenir autre chose, feront sans doute une pression là-dessus, elles pourraient être votées, ce qui ne veut pas dire naturellement que ensuite le gouvernement est fait jusqu'au Congrès, puisque Dieu merci, il est libre de convoquer ou pas le Congrès. Mais autant je ne sens pas monter comme naguère les revendications sur ces questions de la part de mes collègues, autant il y a des petits groupes très actifs qui veulent un peu pousser les freins. Et donc, j'ai quand même un sujet d'inquiétude sur cette question. Je sens une très forte revendication chez eux sur les langues régionales, puisqu'à l'occasion de la loi Payon, ils ont déposé de très nombreux amendements relayés par l'UMP. D'ailleurs, l'UMP en a déposé aussi beaucoup, et on avait une sorte d'entente UMP vert sur ces questions-là. On y a passé beaucoup de temps, y compris de nuit dans l'hémicycle, pour une question qui était quand même... Et ils voulaient absolument rendre obligatoire les langues régionales à l'école, ce qui est inconstitutionnel. Le ministre a été obligé de le répéter plusieurs fois. Autant les Verts, ça ne me surprend pas, mais l'UMP, oui, voilà. Vous avez un petit lobby alsacien, notamment au sein de l'UMP, qui est actif.
Moi, je ne suis pas follement enthousiasmée. Je pense qu'il faut faire attention dans ce pays quand on parle de référendum. Là aussi, nous avons une tradition historique. Je sais bien que le général de Gaulle a donné au référendum une tournure plus républicaine, encore que. Bon, certains ont pensé qu'il y avait chez le général une dimension césariste. Le général n'était pas très parlementariste. Bon, il y a tout quand même, cet arrière-plan encore. Moi, ce qui me gêne dans le référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'on va le limiter à un certain nombre de questions, pour une excellente raison, c'est qu'on ne voudrait quand même pas que 10 citoyens viennent dire on va voter quelque chose pour rétablir la peine de mort. Bon, donc il va falloir le limiter à un certain nombre de questions. Et je préférerais pour ma part de loin qu'on rentre dans la Constitution obligatoire le référendum pour tous nos engagements en matière européenne. Il me semble qu'on protégerait beaucoup plus les citoyens, la citoyenneté et la volonté populaire avec un référendum de ce type qui ne permettrait pas à nos dirigeants, quels qu'ils soient, de nous engager dans la voie européenne ou même peut-être sur les règlements européens les plus essentiels, c'est-à-dire tout le droit primaire, sans avoir fait appel à un référendum. Je pense qu'il serait plus important. Par exemple, nous avons l'an dernier voté, enfin moi j'ai voté contre le traité dit de police budgétaire ou d'austérité, le TSCG. Je pense que j'aurais de loin préféré à une initiative citoyenne d'avoir une constitution qui dise vous ne pouvez pas engager la France sans un référendum. Voulez-vous ou non que la Commission européenne puisse être en situation de contrôler vos finances publiques? Voilà, je vous ai répondu. Le référendum appelle de ma part une attitude réservée. Le référendum d'initiative citoyenne, il va être forcément cantonné à des questions qui finalement ne sont pas les questions les plus importantes pour la souveraineté populaire. Non, mais ça dépend de l'opportunité de légiférer dans un sens ou un autre. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas permettre que 10% des citoyens français viennent demander un référendum sur le rétablissement de la peine de mort ou l'abrogation du mariage pour tous, bien que je n'ai pas voté cette réforme d'ailleurs. Vous n'allez pas, donc vous allez devoir dessiner certains contours. Mais il me semble que plutôt qu'attendre une initiative citoyenne qui sera longue dans le temps, il faudra recueillir des signatures, il faudra les vérifier, il faudra peut-être lier cela avec le Parlement, sinon on dépossède encore plus le Parlement de son pouvoir, ce qui est également un sujet. Il me semble qu'il est mieux de dire que le référendum est obligatoire lorsque l'intérêt des citoyens est en jeu, parce que l'important, c'est pas de savoir si les citoyens demandent un référendum, c'est de savoir s'ils sont consultés sur les questions, c'est pour ça qu'on veut qu'ils le demandent, consultés sur les questions qui intéressent leur avenir. Voilà, j'ai peut-être tort, mais moi je verrais plutôt la question comme ça. Vous voyez bien que le mieux est l'ennemi du bien. On comprend bien cette histoire de grandes réformes sociétales sur lesquelles, pourquoi pas revenir sur l'IVG pendant qu'on y est. Est-ce que le Conseil dirait que c'est contraire aux lois fondamentales de la République? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il pourrait le dire? Et puis pourquoi? Pour donner le pouvoir au peuple, on commence par se mettre dans les mains du gouvernement des juges. C'est le Conseil constitutionnel qui dit ce que le peuple a le droit de demander. On n'en sort plus. A priori, sous réserve, attention, mais a priori, je vois bien qu'on est dans quelque chose d'un peu inextricable. D'accord. C'est mon sentiment. Mais ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas encore suffisamment une analyse. D'accord.